Bonsoir, on va pouvoir commencer la conférence olfactive sur les parfums de Chine. Merci à toutes et tous pour votre venue. On est très content de vous voir en nombre pour venir découvrir des matières parfumées, on peut dire d'exception. On va sentir très bon ce qu'on va sentir ce soir. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Manon-Paul Traversage, je suis enseignante-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, à la faculté de pharmacie. Et je suis la directrice adjointe du jardin, Dominique Villard, qui est, avec son association, dont beaucoup d'entre vous sont membres, euh, partenaire de cette conférence olfactive que nous faisons à l'Université de Grenoble-Alpes, faculté de pharmacie. Ce soir, j'ai le privilège d'être accompagnée par Lucille Lefranc, qui est parfumeuse, qui nous vient de Paris, qui nous a sélectionné les matières premières que vous allez pouvoir sentir que vous voyez ici sur votre droite, et également avec Erika Vicky, qui est historienne de l'art, enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes, et également chaire professeure junior d'une chaire qui s'appelle Olfaction. Donc elle a plein de choses à vous raconter sur ce domaine-ci, et on va vous envoyer voyager avec nous donc dans la Chine ancienne pour cette conférence sur les parfums de Chine. Donc je vais d'abord donner la parole à Erika qui va vous présenter quelques clés de compréhension sur le contexte historique, présenter certains objets, notamment une exposition qui nous a beaucoup marqué, qui s'appelait justement Parfums de Chine. Erika va pouvoir vous la présenter, donner des éléments historiques, de contexte sur la culture de l'olfaction en Chine. Puis, je reprendrai la parole pour vous présenter quelques matières à parfum. Alors, certaines, on ne pourra pas les sentir, mais vous faire un peu un état des lieux de la matière à parfumerie dans la Chine impériale. On aura après un moment avec Lucille qui vous présentera un peu les matières sans les nommer qu'elle a choisies pour vous, avec quelques clés et descripteurs olfactifs pour vous aider en fait à mettre des mots sur les différentes odeurs que vous allez expérimenter ce soir. Et puis après, odeur après odeur, qui vont très gentiment être distribuées par nos maîtres parfumeurs. Non, je ne sais pas des maîtres parfumeurs, mais nous avons Simon, Stéphane et Laurent qui vont vous distribuer les touches à parfum. Et, euh, et ça va être un très beau moment. On a décidé de ne pas trop se presser. On en aura pour 1 heure et demie, 2 heures, je pense. Néanmoins, si vous avez des impératifs, n'hésitez pas à partir plus tôt. On ne sera pas vexé du tout. Merci Manon. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour ton invitation et je suis ravie d'être là une seconde fois avec vous pour de ces choses qui nous passionnent. J'espère que vous avez auparavant fait un tour au jardin pour commencer à respirer des senteurs. Au sujet de ces parfums de Chine, je vais être assez brève, hein. Je vais juste vous présenter quelques éléments historiques à travers justement une certaine actualité de la recherche sur ces questions. Vous le savez peut-être, depuis quelques années, et même avant que beaucoup d'entre nous, malheureusement, perdent, heureusement souvent temporairement, l'odorat à cause du Covid, les études olfactives, c'est-à-dire la recherche menée sur l'olfaction, a connu de plus en plus d'intérêt, notamment ça a suscité l'intérêt de beaucoup de musées. Les recherches sur l'olfaction, c'est très intéressant pour les musées parce que ça oblige les gens à venir. C'est une expérience que l'on ne peut pas faire en ligne. Vous savez, puisque vous êtes là, que de sentir des choses. Donc, de plus en plus de musées ont développé des démarches vers justement des expositions qui concernent les éléments parfumés. C'est le cas notamment de cette exposition qui a été présentée en 2018 et qui a été assez fantastique et vraiment très très intéressante, qui s'appelait Parfum de Chine, qui a été réalisée par le musée Cernouchi à Paris, qui est un musée qui provient, qui utilise les fonds d'un collectionneur, d'un grand amateur d'objets chinois du 19e siècle, en collaboration avec un grand sinologue qui travaille encore, bien qu'il soit malheureusement à la retraite, mais qui reste très très actif dans ce domaine, qui s'appelle Frédéric Aubringer. Et Frédéric Aubringer a un parcours tout à fait inédit, et que je tiens à rappeler puisque nous sommes tout de même dans les locaux de la faculté de pharmacie. C'est quelqu'un qui est pharmacien au départ et qui, pendant ses études de pharmacie, s'est intéressé aux produits venant de Chine et petit à petit,
il s'est de plus en plus intéressé à la question, il a appris la langue, il est devenu historien. Et au moment où il a réalisé cette exposition, il était, euh, il était directeur de recherche au CNRS, spécialiste donc de la Chine. Cette exposition a été très bien nommée Parfum de Chine, euh, avec un sous-titre que je trouve assez intéressant, qui est La culture de l'encens au temps des empereurs. Et j'aurais voulu faire une petite parenthèse pour expliquer ce titre-là. Au temps des empereurs, c'est tout simplement parce que l'histoire de Chine se découpe non pas en siècles, comme nous le faisons nous-mêmes, hein, 17e, 18e, 19e siècle, mais en dynasties. Et pour cette raison, donc, lorsqu'on se réfère à une époque qui précède la Révolution chinoise de 1911. En fait, on se réfère plutôt à l'époque de l'Empire en Chine. Et on aura l'occasion, vous verrez, de mentionner à plusieurs moments ces périodes de l'histoire de Chine qui se succèdent à travers le nom des différents empereurs. Cette exposition, donc, qui était assez fabuleuse, a été donnée l'occasion de présenter un certain nombre d'objets qui étaient très très liés à la culture et aux pratiques du parfum. Alors, le plus peut-être habituel parmi les choses qu'on connaît, c'est évidemment l'encensoir, hein. Il y en a de toutes sortes et de toutes formes, hein, pendant toute l'histoire de la Chine à partir des années 100 après notre ère à peu près. C'est mis à utiliser de l'encens et ça a donné lieu à la production d'encensoirs, les fameux céladons qu'on connaît, on en connaît en porcelaine évidemment, ce sont beaucoup moins facilement répandus auprès de nous que les encensoirs métalliques qui étaient beaucoup plus solides, toutes sortes de matériaux, etc., différentes formes à travers le temps. Il y a aussi ces ustensiles très importants justement dans la manipulation de l'encens, la petite pelle, les baguettes à feu qui permettaient de retirer éventuellement les charbons du petit tas de cendres dans lequel on faisait brûler les encens, et enfin la petite boîte qui était utilisée pour ranger l'encens. Ce groupe de trois objets très souvent assortis qui fonctionnaient ensemble ont été pendant toute l'exposition déclinés et présenté à travers justement les rapports qui s'établissaient entre une forme d'artisanat à différents moments et cette culture du parfum qui était si importante à l'époque. Il y avait aussi énormément de représentations picturales, absolument magnifiques, on en verra quelques-unes ensemble, qui présentaient à la fois les usages du parfum, la façon dont on répandait ces flux de telle ou telle senteur, et aussi euh, les parfums eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque la culture visuelle souvent rechigne à représenter les odeurs, évidemment, puisque ce n'est pas visible. Et il y a eu des tentatives assez intéressantes d'évoquer cela de cette manière-là. Tout ce qui a été présenté dans le cadre de cette exposition et de manière, tout ce que j'ai mentionné, relève d'une culture olfactive. Alors, c'est une notion sur laquelle j'aimerais m'arrêter parce que je la trouve assez intéressante. Qu'est-ce qu'une culture olfactive? Comment est-ce qu'on peut aborder, comme l'a fait Frédéric Aubringer et comme l'ont fait d'autres historiens et historiennes dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on aborde les odeurs dans une culture? Est-ce qu'on étudie juste le parfum? Ce serait vraiment dommage. Juste les épices? Ce serait dommage aussi. Juste les trucs qui puent, ce serait vraiment désagréable. Une des ressources est d'envisager comme un système tout ce qui concerne l'olfaction. Et là, il faut un peu se creuser la tête. Il y a évidemment les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs. Il faut se demander ce qui, dans une culture, à une époque précise, relève de ce qui est bonne odeur ou de ce qui est mauvaise odeur. On sait que c'est extrêmement culturel. Il y a les objets destinés à diffuser du parfum. Il y a les usages que l'on fait du parfum. Hein. Est-ce qu'on utilise des jets de bouche parfumés? Est-ce qu'on met du parfum dans la lessive? Est-ce qu'on met, comme tu le mentionnais hier, de la lavande dans son seau pour nettoyer la serpillière, etc. Ce sont des questions qui font partie de cette culture olfactive, de même que le vocabulaire que l'on emploie pour décrire les odeurs, de même que tout ce qui relève de l'olfactif. Et tout ça, pris ensemble, ça constitue une culture olfactive qui fonctionne comme une économie générale, en fait. Les différents éléments de cette culture olfactive interagissent entre eux et s'inscrivent aussi, s'articulent dans le sensoriel, c'est-à-dire l'ensemble de nos sensations.
Pour vous donner un exemple rapide, hein, vous voyez que dans le langage courant français, on parle constamment du flair et de l'odorat pour parler d'approximation et d'intuition, hein, au pif. Mais c'est l'expression pifomante, le flair, subodoré, etc. Alors que quand on parle de la vue, on parle d'une vue perçante, d'un œil d'aigle, c'est une façon d'exprimer une certaine objectivité et une certaine attention. Donc, l'olfactif et le visuel, de cette manière-là, s'articulent l'un à l'autre pour créer des conceptions. Donc, c'est à ces conceptions-là, justement, ce sont ces conceptions-là que les historiens de la Chine ont essayé de comprendre en se penchant sur des périodes parfois très, très anciennes, ce qui n'est pas toujours évident. Cette évolution donc, de la culture olfactive sur une période aussi longue que l'histoire de la Chine ou l'histoire de l'humanité, elle se fait, et ça, je trouve ça assez intéressant, à travers justement le temps long. Et c'est ce qui est super intéressant pour nous, je trouve, qui nous intéressons à l'histoire des odeurs, c'est que c'est une histoire qui est rythmée par certaines révolutions, on emploiera le terme un peu plus tard, mais qui court sur le temps long. Les changements ne se font pas du jour au lendemain, on ne se met pas à aimer ou à détester une odeur du jour au lendemain, à avoir une nouvelle pratique de façon aussi rapide habituellement. Parmi les éléments qui ont été présentés lors de cette exposition, il y avait, je trouve ça assez intéressant, hein, plein d'objets, comme je vous disais, plein d'images, plein d'éléments artistiques, mais aussi des parfums eux-mêmes. Parce que Federico Bringer avait tenu à faire sentir au public des odeurs, faire découvrir ce que sentait la Chine impériale. Et pour cela, il avait travaillé justement en collaboration avec un parfumeur. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus souvent, je trouve assez intéressant. Et ensemble, les deux avaient essayé de reproduire des recettes de l'époque impériale, notamment du XVIIe et du XVIIIe siècle, pour les diffuser dans l'espace d'exposition et essayer de donner au public une idée de ce que les choses pouvaient sentir à l'époque. Ils ont reproduit les recettes en laboratoire. Et ensuite, le parfumeur a essayé de reproduire l'odeur de la recette, tout simplement parce que tout le monde ne peut pas se permettre, comme nous, et surtout pas dans un musée parisien, de diffuser de l'encens dans un lieu public, parce que très souvent, c'est strictement interdit. Bon, on n'en parlera pas aux autorités compétentes. Une des façons qui est un des vecteurs qui a été convoqué pour essayer de présenter un peu cette culture olfactive, c'était de séparer les différents usages et les différents types de parfums qui étaient utilisés. Donc évidemment, du point de vue des parfums, il y a deux choses qui se sont vraiment distinguées, deux catégories. Tout d'abord, les parfums qu'on brûle, essentiellement des encens, qui sont diffusés par la fumée, et tous les parfums qui, par ailleurs, sont généralement dilués, donc s'utilisent à travers l'eau. Les lotions, les choses qu'on met dans le bain, les eaux parfumées, les eaux florales, etc. Par ailleurs, il y a un autre mode d'utilisation du parfum qui est celui du sachet parfumé, qui est vraiment un troisième mode de technique de parfumage sur laquelle on va revenir, qui est peut-être moins courante parmi les objets qu'on a, qui est une technique par contact, tout simplement, hein. C'est ce qu'on fait quand on met un sachet de lavande dans un tiroir. Federico Bringer, donc dans le contexte de ses recherches, hein, pas seulement dans le cadre de l'exposition, de manière générale, note donc que l'encens est un élément parfumé très très privilégié, comme le montre, comme je vous disais, la quantité absolument importante de brûle-parfums que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les collections et que l'on peut encore observer dans les catalogues de vente du 19e siècle. En fait, les collectionneurs de brûle-parfums chinois et japonais étaient très nombreux au 19e siècle, et si on consulte ces catalogues de vente, on en retrouve énormément et on découvre à quel point ça a été un objet qui a fasciné, qui a fait l'objet de très nombreuses collections, qui étaient très, très collectionnées.
Cet encens, donc, comme je vous disais, a fait l'objet de ce que certains historiens nomment, et c'est la première fois qu'on va évoquer ce terme-là au sujet de la Chine, une révolution olfactive. Cette révolution olfactive, selon eux, daterait d'environ le 1er siècle au début de notre ère et serait liée à l'importation depuis le monde arabe des premiers matériaux qui relèvent, qui s'apparentent à de l'encens, liés au Liban, et qui auraient suscité un tel engouement et un tel plaisir de la part de la population que son usage, l'usage de l'encens, se serait énormément développé à cette époque-là et aurait affecté du même coup, l'ensemble des pratiques liées à l'olfaction, hein, vous voyez, selon cette logique d'une culture olfactive dont les différents éléments dialoguent entre eux. À titre d'exemple, le succès de l'encens était tel que Frédéric Aubringer rend bien compte dans ses recherches du fait qu'on en commercialisait énormément. Et donc cet encens, on le retrouve dans beaucoup de ports, dans beaucoup d'archives, dans beaucoup de documents. Et à partir du XIIIe siècle, il note que dans les documents douaniers de l'époque, si on consulte le prix donné à ces encens, on remarque que l'encens était évalué au moment du passage des douanes en fonction de la force de son odeur. Alors, on sait que le bois d'aglar, par exemple, ou le bois d'aigle, ou comme ça, sa valeur et son potentiel olfactif est mesuré en fonction de sa densité. Donc, il faudrait, encore faudrait-il en avoir, mettre du bois d'aglar dans de l'eau, et s'il coule, alors c'est qu'il est de la meilleure qualité imaginable. Quant à l'encens, laisser au douanier la possibilité d'évaluer sa qualité en le laissant flairer, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, souvent, l'olfaction est plutôt située du côté de l'intuition, de l'approximation, etc. Et on n'a pas du tout envie, nous qui sommes en train de faire nos impôts à l'heure actuelle, que tout cela soit évalué au pif en fonction de l'odeur qui émane de la marchandise que l'on déclare au monde. Donc, c'est un rapport qui me semble extrêmement intéressant et extrêmement singulier à l'olfaction, en fait. L'idée que ce qui fait la valeur d'un produit, c'est qu'il sent bon ou pas, et que cette appréciation, ça sent bon, ça sent très fort, ça sent vraiment très très bon, ce soit laissé à l'appréciation des administrateurs. Quant aux usages de ces parfums, et en particulier de ces encens, Frédéric Aubringer, donc dans l'exposition et dans ses recherches en général, en distingue quatre. Je trouve assez intéressant. Le premier, vous connaissez toutes et toutes, parce qu'il est très très partagé dans à peu près toutes les sociétés, c'est un usage religieux. Vous connaissez l'étymologie du terme parfum, hein, qui part en fumée, comme le parfum, surtout lorsqu'on le brûle, s'envole. Il offre un vecteur particulièrement propice à la communication avec le divin. Ça observe donc énormément de religions, énormément de sociétés. On brûle du parfum pour pouvoir d'autant mieux communiquer avec les dieux. Et on invoque le parfum lorsqu'il s'agit de décrire la relation que l'on peut avoir avec le divin. Encore une fois, il y a un enjeu d'invisibilité. On ne le voit pas, mais on sent sa présence. C'est une façon de métaphoriser le divin qui est très souvent employé. Donc ça, c'est un premier usage qui a été fait dans la Chine ancienne et que l'on retrouve jusqu'au début du XXe siècle. Un autre usage, c'est l'usage médical des parfums. Sauf que si on en croit Frédéric Aubringer et les exemples qu'il donne et qu'il développe, eh bien, les usages médicaux du parfum relevaient considérablement des usages, enfin, semblaient connectés considérablement aux usages religieux. C'est-à-dire que les parfums seraient comme, selon lui, auraient été utilisés selon lui comme démonifuges. Il emploie le terme que j'ai trouvé très très amusant. Ils avaient un pouvoir un peu magique, un pouvoir de tuer les démons, de permettre au corps de se défendre contre quelque chose qui relevait un peu du fantastique. Alors, tu parleras tout à l'heure des pilules magiques dont on a trouvé la recette. Il y avait un peu une façon de fonctionner dans ces médicaments odorants et dans la façon dont ils étaient décrits pendant les siècles qui ont précédé le 19e siècle, qui relevait vraiment de la magie, un peu du surnaturel. C'est assez, à la fois assez amusant pour nous aujourd'hui et assez fascinant. Un troisième usage du parfum qui nous touche tous et toutes beaucoup, c'est évidemment, ce sont les usages hédoniques. Hein,
Je pense que la plupart d'entre nous sommes passés par le jardin, on a respiré le jasmin, le chèvrefeuille, etc. avec beaucoup de plaisir. C'est quelque chose de très important pour nous, euh, de profiter de ce plaisir du parfum. Et là, ça s'exprime de toute évidence. Vous savez qu'on a toujours beaucoup plus de sources historiques lorsqu'il s'agit de classes aisées, évidemment, puisqu'on a plus de documents, c'est plus documenté, c'est plus préservé. Mais on sait donc que ces usages hédoniques du parfum étaient extrêmement courants dans la Chine ancienne et qu'ils passaient tout d'abord par des pratiques de parfumage qui nous sont encore très familières aujourd'hui, puisqu'elles consistaient à essayer de parfumer sa peau avec toutes sortes de lotions, etc. Parfumer ses cheveux aussi. On verra, on aura l'occasion de voir quelques recettes, mais aussi, et ça c'est une pratique qui est encore très courante et très importante pour nous, parfumer ses vêtements. Et vous pouvez voir ici sur ce dessin un dispositif que je trouve assez extraordinaire et qui est assez récurrent dans l'iconographie de l'encens à cette époque-là, et dont on peut voir une reproduction, dont on pouvait voir une reproduction dans le contexte de l'exposition. Il s'agit d'une espèce de cage en osier, vous voyez, comme une cage à vide, sous laquelle on dépose un encensoir allumé. Et ensuite, il suffit de déposer ses robes, ses vêtements, etc. dessus pour que la fumée se soulevant parfume le linge de cette manière-là et pour qu'on ressorte tout embaumé. Ça a l'air assez fantastique. Merci. Ce plaisir donc du parfum est très important à l'époque, il est très important pour chacune d'entre nous encore aujourd'hui, mais il l'avait pris dans le contexte de la Chine du XVIIIe siècle. Il prend, selon les historiens qui s'intéressent au parfum, une connotation complètement différente et nouvelle, puisque peu à peu, XVIIe, XVIIIe siècle, le parfum s'impose plus seulement comme un raffinement, plus seulement comme un plaisir, mais aussi comme un loisir lettré, comme une activité un peu intellectuelle. On n'utilise plus seulement le parfum pour avoir un moment agréable, on l'utilise également pour pouvoir se concentrer mieux quand on étudie, accompagner un moment de lecture et de plus en plus, comme pour le Kodo au Japon, pour éprouver une expérience esthétique, c'est-à-dire faire l'expérience de quelque chose qui relève de l'art. C'est-à-dire qu'on respire un parfum très sophistiqué et complexe, on se concentre sur cette odeur et à partir du plaisir né de cette perception, qui est une perception érudite sur laquelle on se concentre, eh bien, peuvent émaner de cette respiration des poèmes, des haïkus, des réflexions philosophiques, etc. Le parfum prend vraiment une dimension d'inspiration de plus importante dans les textes, qui ressort bien un peu aussi dans la culture visuelle de l'époque, puisque comme vous voyez sur cette image, le parfum est accompagné de livres, et très très souvent, le parfum, comme ça, s'accompagne de représentations de personnes lettrées, comme, comme ici, en train de travailler. Vous voyez, il y a un encensoir dont on diffuse les parfums et qui permet de, euh, de, de donner à ce groupe d'érudits qui travaillent ensemble le plaisir de sentir des parfums. Pour finir, j'aimerais mentionner... Oh, oui, le détail, merci. Avec une cigogne qui passe. J'aimerais mentionner un ouvrage récent de Xiwei Wang, qui est professeur à l'université d'Édimbourg et qui a écrit sur la Chine moderne du point de vue de l'olfaction. L'ouvrage est paru l'année dernière. Et dans cet ouvrage-là, elle développe la description d'un roman dont Frédéric Aubringer parle beaucoup par ailleurs aussi, qui est un roman du XVIIIe siècle qui est extrêmement important dans la culture chinoise et qui s'appuie énormément, qui est constamment plein d'odeurs. Il est tout le temps question de parfum. C'est assez formidable de découvrir quelques extraits, puisque il est traduit heureusement en français, mais
Il est nécessaire d'avoir des explications précises pour pouvoir comprendre le sens original. Donc de pouvoir pénétrer comme ça cette culture olfactive à travers ce roman. Ce roman-là s'intitule, alors en anglais, il a été traduit par The Red Chamber, en français par Le rêve du pavillon rouge. Vous voyez, c'est un espace, plutôt un espace de réunion et de travail, hein. Les deux traductions ne s'accordent que sur la couleur. Et ce roman, qui a eu un immense succès, raconte en gros, en 120 chapitres, le déclin d'une famille aristocratique, la famille Gia, en mettant l'emphase sur les amourettes du plus jeune fils et son amour décent pour sa jeune cousine, en fait. 120 chapitres, c'est intéressant de voir qu'au XVIIIe siècle, les romans fleuves, 7e, XVIIIe siècle, ont toujours eu le même attrait pour la population. Donc cet ouvrage, comme je le disais, est très parfumé, et en particulier l'autrice Wang souligne un élément qui est absolument savoureux, un détail qu'elle choisit de développer plus que les autres, elle en donne beaucoup d'autres. C'est une scène dans laquelle donc, le jeune héros dont je vous parlais, hein, Bai Yu, s'installe pour discuter avec une chanteuse d'opéra qui se prénomme en français, s'il vous plaît, Parfumée. Pour discuter avec elle, il s'installe sur un pouf dont on sait qu'il est de couleur turquoise et qu'il est rempli de pétales de rose, de pivoine. Moi, ça me fait absolument rêver, mais je sais que maman ne voudra pas qu'on dépire le pivoine du jardin de Mimi Pilar, donc tant pis, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais c'est vrai que la pivoine, ça fait un peu oreiller, hein, n'est-ce pas? Ça donne vraiment envie. Évidemment, ce roman-là, il y a énormément d'extraits absolument fascinants, mais il ne traduit pas de réalité à proprement parler. Et quand bien même il serait, comme on aimerait souvent que le roman le soit, un reflet de la réalité, il serait un reflet de la réalité d'une toute petite élite. Mais ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'il rend compte quand même d'un domaine de possible, en fait, et du pouvoir que l'on prêtait aux auteurs pour qu'un écrivain ait pu se permettre d'imaginer donner cette place-là au parfum dans le monde. Et aussi, ça c'est un grand pouvoir par contre de la littérature, ce roman a pu créer des représentations, changer la façon dont les milliers de gens qui l'ont lu ont pu percevoir le parfum et imaginer la place que pourrait prendre le parfum dans la société. Parmi les parfums qui figurent dans ce roman-là, juste quelques exemples, il y a deux bouteilles notamment, qui sont très intéressants, deux bouteilles qui sont données au jeune Bayoyou à un moment où il n'est pas très bien, il est un peu malade, je crois, un chagrin d'amour, quelque chose comme ça, et on lui donne deux bouteilles d'extrait de plantes, une bouteille d'extrait d'osmanthus, je ne dis rien, et une bouteille d'extrait de rose. Ça, c'est très intéressant parce que du monde arabe ne sont pas venus que les encens, sont venus aussi les techniques de distillation qui ont permis justement d'obtenir des qualités très importantes de distillation. Et avec ces indications-là, dans le roman, il est précisé la posologie, c'est-à-dire la façon dont on doit consommer ces eaux florales. Et la personne qui les offre, vraiment, insiste bien sur le fait qu'il doit en diluer une seule cuillère à thé dans un verre d'eau. C'est assez intéressant. Imaginez donc que l'on a non seulement des parfums très agréables, hein, puisqu'il est constamment évidemment question de jardin dans le roman, mais aussi un dosage précis et l'indication d'une certaine subtilité quand même. Parce qu'une cuillère à thé d'eau florale d'osmanthus dans un verre d'eau, c'est quelque chose de très léger et d'autant plus agréable, me semble-t-il. Les cosmétiques aussi sont très présents dans le roman et ça nous permet aussi de garder la trace, non peut-être pas malheureusement des pratiques réelles de l'époque, mais en tout cas d'un certain idéal et d'une chose vers laquelle on tendait. Et ces cosmétiques sont souvent présentés comme des éléments qui étaient fabriqués sur place. Alors évidemment, le commerce des cosmétiques n'était pas encore extrêmement développé, mais il y avait tout de même une circulation assez abondante de recettes, de livres de recettes, qui expliquaient comment produire tel cosmétique, et ils s'en échangent énormément
dans ce roman, ce qui fait écho justement par ailleurs aux recherches de Frédéric Aubin-Gé sur la façon dont on crée des encens en mélangeant différentes odeurs de manière à créer un parfum composé, en fait, à créer une composition olfactive plus une odeur monolithique. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, les recettes de cosmétiques, mais vous pouvez faire une lotion pour les mains particulièrement efficace, hein. On apprend qu'il faut utiliser du savon parfumé, du miel et un peu de poudre. Pour le shampoing, là, il s'agit de mélanger des œufs, toujours du savon parfumé, hein, qui est un produit importé souvent, avec des huiles de fleurs. Et aussi, on apprend que le héros, pour se brosser les dents, sans brosse, se frotte vigoureusement les dents avec du gros sel. C'est intéressant comme technique à essayer en camping peut-être. Xu Yang remarque aussi que les encens sont extrêmement présents dans le roman et elle montre bien justement comment ces différents encens qui parfument à la fois les individus et les espaces permettent de délimiter différents espaces. Donc, puisqu'ils ne sont pas la même chose, il y a dans le roman l'idée d'un savoir olfactif très incorporel, hein, qui permet aux gens de savoir s'ils sont plutôt dans un espace sacré, dans un espace de pouvoir ou éventuellement dans un espace d'intimité. Et c'est là, justement, dans ce roman, qu'on retrouve les fameux sachets dont je vous parlais tout à l'heure, puisque le personnage de Bao Yu portait justement un sachet autour du cou. Il le porte contre lui. Et cette odeur-là fait qu'elle a une référence, elle est souvent très évoquée comme un rapport et la possibilité d'un contact intime, puisque quelqu'un qui sentirait cette odeur-là se serait suffisamment approché de lui pour pouvoir l'identifier. Donc c'est un usage un peu romantique et voire parfois érotique de ces sachets qui s'appellent Eba. Je vous avais promis 4 usages du parfum: religieux, médical, hédonique et ludique. Et il y en a un quatrième, je trouve assez fascinant, un usage qui n'est pas du tout familier pour nous parce qu'on n'utilise pas du tout le parfum de cette manière-là. Quoique. C'est c'est un usage pragmatique du parfum qui est employé pendant une grande partie de l'histoire de Chine pour mesurer le temps. Parce que le temps, alors, bon, vous avez remarqué évidemment quand vous portez du parfum, à la fin de la journée, il n'y en a plus, c'est désagréable, il faut remettre, etc. Ça, c'est vraiment très lié à l'habituation. Mais cependant, cette pratique consistant à faire brûler de l'encens a attiré l'attention sur le fait que l'encens se consume de façon extrêmement stable, en fait, toujours à la même vitesse, même quand il y a un peu de vent. Mais si on le place à l'intérieur, dans un endroit très peu ventilé, l'encens se consume de façon vraiment très régulière. Et l'idée de graduer des bâtonnets d'encens, hein, qui étaient constitués à l'origine par des morceaux de bambou, puis ensuite sous forme de pâte, en graduant ces éléments, ces bâtonnets d'encens, on pouvait mesurer le temps. Et là, c'est justement Frédéric Aubin-Gé, dans le catalogue de l'exposition, dans un article, développe toutes sortes de pratiques qu'il a identifiées dans les sources historiques, de moments où on utilisait le parfum, la diffusion de l'encens, pour mesurer le temps d'arrosage des plantes, pour mesurer le temps qui s'écoule entre 2 médicaments. Prenez la première gébule à la première encoche, la deuxième à la suite. Il y a toutes sortes d'usages qui sont faits dans cette perspective du parfum, et je trouve qui nous permettent de nous rendre compte à quel point le fait de brûler de l'encens pouvait être intégré à la vie quotidienne, aux pratiques domestiques. C'est assez magnifique. Enfin, pour achever ma présentation qui commence déjà à être longue, excusez-moi, je voulais mentionner une deuxième incongruence de cette expression qui est extrêmement discutable à mon avis, mais qui est quand même intéressante, cette expression de révolution olfactive. En Europe, on parle vraiment de révolution olfactive pour le milieu du XVIIIe siècle, dans laquelle, selon les historiens, le rapport aux odeurs a fondamentalement changé. On a vu que certains historiens situaient en Chine cette révolution olfactive au moment de l'émergence des premières pratiques liées à l'encens dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Mais
Cette historienne dont je parle, Xuyai Wang, elle envisage cette révolution olfactive justement au moment de la fin de la Chine impériale. Et c'est vraiment dans le début du XXe siècle qu'il situe une nouvelle révolution olfactive qu'elle associe à l'importation absolument folle de produits venus de l'étranger, tout simplement comme phénomène de mode. Et elle montre bien comment le développement de la parfumerie, notamment en Europe, en particulier les produits Yardley à la vente en Angleterre, ou certains parfums français, ont amené de nouvelles traditions et de nouvelles pratiques en Chine qui ont considérablement transformé les habitudes, transformé le rapport aux odeurs et qui ont entraîné aussi des rapports commerciaux qui ont affecté finalement les différents tenants de ces échanges et leur propre culture olfactive qui est, on en comprend, toujours en mouvement. Je vous laisse avec Manon en espérant que cette soirée va contribuer à transformer aussi votre culture olfactive. Merci. Maintenant que Erika vous a donné des éléments contextualisés, en fait, cette approche et cette expérimentation des odeurs, je tenais à vous présenter quelques parfums emblématiques, que ce soit des ingrédients d'origine végétale ou animale, on va le voir. Le premier qui me viendrait à l'esprit, qui est malheureusement une matière que vous n'allez pas pouvoir sentir ce soir, c'est ce qu'on appelle le bois d'agar ou le calembac, l'oud, le bois d'aloe. C'est toutes des mêmes appellations pour une résine odorifère qui provient d'un bois du genre botanique Aquilaria. Cette spécificité donc du genre Aquilaria pour les matières olfactives, c'est que la matière, donc la résine odorante, ne va être produite que si l'arbre a été malade. Je m'explique. Pour que la résine soit sécrétée, il va falloir que l'arbre se défende. Donc, on a découvert en fait ces bois parfumés du fait de la sécrétion en fait de matières de défense pour l'organisme végétal par hasard. Et après, on a vite compris que si on faisait une incision sur le tronc d'Aquilaria et qu'on venait inoculer un champignon, en réponse à cette infection, l'organisme végétal, qu'est l'Aquilaria, va sécréter des choses très odorantes, peut-être même toxiques, pour tuer l'organisme fongique qui a été inoculé. Donc, c'est déjà très difficile d'inoculer avec succès ce champignon. C'est quelque chose qui est très rare dans la nature si on ne fait pas l'inoculation. Et ceci nous montre que c'était un ingrédient extrêmement rare. Et donc, on trouve des traces même dans des anciens écrits d'il y a près de 2000 ans que c'est l'odeur la plus précieuse que l'on retrouve en Asie. On la retrouve en Chine, on la retrouve également au Japon, aux alentours du 5e et du 6e siècle. En Chine, on l'appelle Chengxiang, et si on traduit en fait ce chinois, ça signifie parfum qui coule. C'est-à-dire que le bois chargé de cette résine que je viens de vous présenter, qui est une résine de défense, va alourdir le bois et faire qu'il va couler. On l'appelle donc parfum qui coule. Ici sur le schéma, vous voyez différentes zones en fait sur le tronc de l'Aquilaria. Et les bois d'aigle étaient différencés suivant le lieu d'extraction, enfin de prélèvement du bois riche en résine. Le bois proche du sol était le bois qui avait la meilleure réputation, qui était appelé Qiangjiang. Et il était tellement précieux, ce bois d'aigle malade qui était récupéré proche de la racine, qu'on mettait l'encens qui provenait de ce bois dans un encensoir à deux compartiments avec du miel à l'étage inférieur et l'encens au-dessus, de sorte à pouvoir le préserver dans une ambiance un peu plus humidifiée. On trouve des mentions botaniques de ces différents aquilaria dans des ouvrages illustrés. À l'écran, vous voyez justement dans un compendium de matières médicales historiques qui est le Benkao,
en 1503 déjà des mentions sur les différents types de bois d'aigle. Si on continue dans le monde du bois, on retrouve des ingrédients très importants comme les résines issues des camphriers. Donc, différents camphriers, Shangnao, qui est le Cinnamomum camphora, et un autre camphrier qu'on appelle le camphrier de Bornéo, en chinois Longnyanqiang, qui est lui issu d'un genre botanique différent. Euh, Quelque chose de très intéressant dans l'étymologie du camphrier, le nom chinois signifie parfum du cerveau du dragon. Donc ça reflète vraiment la rareté et la valeur mythique donc de ces camphriers. Et il y avait tout un rituel de préparation qui incluait la récolte, la purification et le séchage. Vous en voyez une illustration à l'écran, toujours issue du même compendium, le Benkao de 1503. Toujours dans les résines, et là, c'est des résines que vous connaissez davantage, c'est ce qu'on appelle l'encens ou l'oliban. En, en chinois, on dira Ruxiang, et ça inclut différentes résines du genre botanique des Boswellia, historiquement provenant de Somalie, d'Arabie et du Yémen. Selon les ouvrages, on a des traces, par exemple, au XIIIe siècle. On sait déjà que les marchands arabes qui les transportaient jusqu'en Indonésie, après quoi ils étaient amenés en Chine. Erika vous l'a dit tout à l'heure, ils faisaient des mentions très spécifiques des qualités olfactives, très subjectives des différentes résines d'encens. Et ça, c'est des écrits qui sont documentés. On a des traces de comment les institutions douanières évaluaient la qualité des différentes matières à encens. Ici, vous, à l'écran, vous voyez une illustration toujours du Benkao et une photo de ce petit arbrisseau qui peut monter un peu jusqu'à 2-3 mètres de haut, qui a un bois très très dense et on récolte les gouttes de résine en lui faisant des petites incisions pour récupérer ce que vous voyez tout à gauche, l'encens, dans le sens matière médicale et matière olfactive. C'est différent de l'encens qu'on utilise quotidiennement en Asie, qui est un encens à combustion. Ici, c'est plutôt l'encens botanique avec vraiment la matière résineuse. Je ne pourrais pas vous présenter toutes les matières à parfum botaniques provenant de Chine. Je tenais à vous faire un petit inventaire. Il y en a que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins. Celles que vous connaissez, bah, ça va être par exemple le benjoin, issu du genre botanique des styrax. Également l'osmanthus, dont vous avez sûrement entendu parler, le clou de girofle que vous consommez, les fleurs d'agrumes, ça c'est plus familier pour nous, les fleurs de jasmin. Des choses peut-être plus marginales, les parties aériennes de l'Isimac étaient connues pour leur parfum très subtil, de même que ce qu'on appelait le foin odorant, dans un genre botanique spécifique des anthoxanthomes. Et on l'appelle également herbe au bison, puisque les bisons adoraient se rouler dedans et se nourrir de ce foin. En chinois, on l'appelle shui huang gao. Et je vais vous présenter quelques recettes qui mettent vraiment en avant ce foin odorant comme matière à parfum d'exception. Ayant terminé ce panorama des matières végétales, je voulais vous présenter quelques parfums animaux. Alors, le plus connu, c'est sûrement le musc, issu des glandes abdominales de chevrotin, qu'on appelle le chevrotin porte-musc. Dès la dynastie des Han, donc de moins 200 à 200 après Jésus-Christ, ça devient déjà une source de parfum réputée. Et c'est aussi considéré comme une matière médicale, et dans les compendiums médicaux du 1er siècle, il était déjà conseillé d'administrer du musc en vue d'éloigner les démons et de soigner les cauchemars. Ça faisait partie des cadeaux impériaux que les dignitaires de l'ouest de la Chine amenaient à la cour impériale de Qian. Euh, Vous connaissez également l'ambre gris, qui faisait partie des ingrédients de luxe qu'on avait en tant que produits animaux dans la parfumerie de l'époque impériale. Si vous le traduisez son appellation chinoise, tout à l'heure on avait le parfum du cerveau du dragon.
Là, on a le parfum de la salive du dragon. Donc, peut-être que vous le savez, l'ambre gris provient des concrétions digestives excrétées par les cachalots. Donc on les retrouvait sur les plages et c'est quelque chose d'extrêmement odorant. Peu de personnes ont pu sentir du véritable ambre gris tellement la matière est devenue rarissime. Mais à l'époque des Song, vers l'an 1000, c'est vraiment un cadeau très précieux à offrir à l'empereur, comme le musc. Et on imaginait, pourquoi salive du dragon? Parce qu'on avait compris qu'on récupérait l'ambre gris sur la plage, et donc on imaginait que c'était des créatures aquatiques qui sécrétaient ou qui recrachaient en fait ces concrétions, et on imaginait que c'était des dragons aquatiques qui produisaient l'ambre gris. Et enfin, un dernier ingrédient d'origine animale que je voulais vous présenter, c'est l'opercule de Turbo cornutus. Donc, l'opercule de ce coquillage épineux, qui était déjà réputé à la dynastie Tang et Song, donc entre le 7e et le 13e siècle. Et c'est un parfum, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à lui seul, qu'on retrouvait dans des recettes d'encens qui étaient dans les temples, par exemple, à Jérusalem. C'était vraiment un ingrédient d'exception qui apportait des notes très chaudes, très animales, et c'était par la petitesse de la matière première et sa rareté, un ingrédient de luxe aux côtés du musc et de l'ambre gris. Quelques exemples maintenant que vous avez connaissance de ces différents ingrédients, je voulais vous présenter quelques formes et recettes pour faire ces encens à l'époque de la Chine impériale. Il y avait plein de formes galéniques qui étaient disponibles, donc soit les résines, comme vous l'avez vu avec l'encens, mais également le bois riche en résine, les plantes séchées. On pouvait également faire des pilules. En général, on les mélangeait avec la poudre de plante avec du miel pour faire des pilules. On trouvait également des formes liquides, des formes de poudre, de bâtonnets, droits ou en spirale. Et on a des traces de recettes anciennes avec ces matières parfumées, notamment dans un ouvrage qu'on peut traduire comme étant recette de parfums composés, donc le He Qiang Fang. Et on n'a plus que la préface en fait, de ce livre qui date du 5e siècle, mais on sait déjà que certaines matières premières étaient agencées de manière à faire des compositions complexes. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans la médecine traditionnelle asiatique. Si nous, en Europe, on avait l'habitude de prescrire des simples, un problème égale une plante, en Asie, la pensée médicale est tournée d'une manière tout autre, puisque on avait le sentiment qu'en ajoutant différents ingrédients, on pouvait avoir comme une symphonie avec différents effets. On retrouve cette pensée d'association, un peu de symphonie des odeurs, dans le monde de l'olfaction de la Chine impériale. Alors, comme exemple de recette, on pouvait faire des galettes, donc on mélangeait les différents ingrédients, donc, qui incluait généralement du bois d'aigle, qui est le premier ingrédient que je vous ai présenté, et on l'associait à d'autres plantes, et puis on faisait un petit lit de charbon avec de la cendre. On mettait des aiguilles de pin, des jujubes séchées, qui sont des dattes asiatiques, et on mettait d'autres bois parfumés, et on faisait la combustion de cette galette odorante. On faisait également ce qu'on appelait des seaux d'encens. C'est ce que vous voyez à l'écran. Erika, tout à l'heure, vous a parlé de mesure du temps grâce aux encens. Il faut savoir qu'avec ces pochoirs à encens, vous pouviez avoir une idée du temps qu'allait faire la combustion sur le serpentin. Donc on avait des seaux à encens qui duraient 30 minutes, des seaux qui duraient 2 heures, 4 heures. Donc ici, on a représentation d'un seau. On mettait la cendre tassée, on mettait la première partie du pochoir, la matière parfumée, on retassait et on enlevait le dispositif, souvent en bronze, et on lançait la combustion et ça démarrait l'échelle du temps. Comble du raffinement, on avait des pochoirs en sang avec plusieurs encoches qui permettaient de mettre des odeurs différentes qui allaient se disperser à des moments différents de la combustion. Donc, si vous aviez entamé, par exemple, vous étiez des hauts dignitaires à la cour impériale, vous voulez entamer une négociation, vous estimez d'environ 3 heures, et bien vous savez que les 30 dernières minutes, vous allez mettre un parfum différent, et quand vous sentez ce parfum, il est temps de faire des affaires.
Je vous donne un exemple de recette pour le seau à encens, qui date du XIIe siècle. Bois d'aigle, une portion. Bois de santal, une portion. Partie aérienne de Lysimac, une portion. Patchouli, une portion. Nard, une portion. Foin d'odeur, une demi-portion. Et racines de rhubarbe, une demi-portion. Les ingrédients étaient séchés, amalgamés et placés dans le pochoir. On a des quantités de recettes anciennes, et ça, pour les historiens et les sinologues, c'est vraiment un réservoir de connaissances sans fin. On a aussi une recette d'encens qui est du temple Tang Haodou, qui date du XIIe siècle. Et là, on nous dit qu'il y avait 6 aromates mélangés à du miel euh, et on retrouve les ingrédients. Vous avez à l'écran l'extrait en fait de cette recette. Ça se lit de droite à gauche. Vous avez une première colonne, le nom du parfum, de la composition. Et puis après, vous voyez, deuxième colonne, vous avez 3 pavés, 3 ingrédients, bois d'aigle, bois de santal et styrax. Et sur la troisième colonne, on voit opercule de coquillage, donc celle que je vous présentais de Turbo, camphre et musc. Et donc, cette image que vous voyez à l'écran, elle date de 1272, donc ce livre de Materia Aromatica qui prodiguait différentes recettes, dont celles qui étaient mises à la disposition des fidèles dans ce temple. L'encens était vraiment quelque chose de luxueux, ça je pense que vous l'avez compris avec les différentes anecdotes qu'on vous a données, et dans une certaine façon assez mondialisé, puisqu'on avait des ingrédients de Perse, d'Asie du Sud-Est, et que c'est déjà une forme de mondialisation pour un objet sensoriel commun. On a des chercheurs sinologues qui proposent des traductions de certains ouvrages qui présentent ces recettes. Donc ici, vous le voyez à l'écran, une table de composition qui inclut, euh, on a 8 recettes en verticale et sur le côté, avec de la même couleur les ingrédients qui sont communs. Le sinologue qui s'appelle Cédric Laurent, qui propose cette traduction qui est présentée dans le catalogue de l'exposition qu'on vous présentait avec Erika, propose une traduction de ces différentes préparations. Et parfois, c'est quelque chose qui a été soulevé par Lucie, la signature olfactive de ces formulations n'a pas de point commun avec sa dénomination. Notamment sur la droite, là, le mélange sans fleurs au milieu sur la droite, euh, contient du santal, du camphre, du musc et 2 types de bois d'aigle. Il évoque un parfum fleuri sans pour autant avoir d'ingrédients de nature herbacée à l'intérieur. On retrouve parmi les ingrédients de la réglisse, donc également du giroflier, du musc, du camphre, du santal, du bois de rose, de l'angélique, de la scrofulaire, tout un tas d'ingrédients. Et avec ces ingrédients, on pouvait faire beaucoup de combinaisons en fait de parfums. Erika vous a présenté les liens entre littérature et parfumerie. Ce genre de table de parfum s'inscrit exactement dans cette démarche et parfois même des chapitres d'ouvrages, enfin, des grands canons et classiques faisaient référence à une préparation. On pouvait également se soigner avec les parfums, et donc ça va être la dernière chose que je vais vous présenter avant qu'on puisse expérimenter ensemble. On faisait ce qu'on appelait des fumigations aromatiques qui avaient des vertus médicinales. C'est un usage qu'on a perdu en Europe occidentale, mais en Asie, qui sont mentionnés dans des documents médicinaux qui datent de la période des Han, donc à peu près moins de 100 ans avant Jésus-Christ, qui étaient alors utilisés pour éloigner ce qu'on appelait les pestilences, les affections cutanées et les troubles démoniaques. Il était imaginé que comme la fumée, elle s'insinue partout, elle allait pouvoir rentrer dans l'esprit de la personne malade et le soigner. Et on retrouve encore une fois cette appellation de démonifuge que Erika vous présentait. La dimension de soin en lien avec les matières à parfum, elle peut avoir une dimension fantastique.
Et donc, Erika vous parlait du rêve du pavillon rouge, les parfums de la chambre rouge, qui est ce roman qui prend la forme d'une épopée qui décrit la vie de la cour de la Chine impériale. Et on nous explique que certains parfums vont pouvoir améliorer la qualité de l'énergie vitale de la personne qui reçoit le parfum. Donc, un exemple que je pouvais vous donner, ça serait que l'une des héroïnes, qui s'appelle Grande Sœur Joyau, en chinois Chu Baochai, elle se voit prescrire par un moine, ouvrez les guillemets, la merveilleuse recette des îles fortunées, au parfum considéré comme délicat et surnaturel. Dans la recette, préparez-vous à quelque chose de vraiment exceptionnel. C'était une recette qui se faisait sur plusieurs années, à minima 2 ans. On y ajoutait des étamines et pestils de prunier blanc. Idem pour la pivoine, idem pour le lotus et l'hibiscus. Pourquoi je vous dis que ça se faisait sur 2 ans? Puisque ce sont des fleurs qui sont avec des floraisons à des moments différents. Donc il fallait vraiment anticiper la création de ce remède et s'y prendre dès le mois de février pour récupérer les étamines et les pistils de prunier et faire toute l'année jusqu'à récupérer la même matière chez l'hibiscus. On s'arrête pas là, on sèche tout ça au soleil et puis on l'associe à de la myrrhe, on va pas mettre n'importe quand, le jour de l'équinoxe de printemps. Puis on y ajoutera de la rosée, du givre et de la neige. Pareil, il faut se refaire tout un cycle de l'année pour récupérer la rosée, le givre et la neige. Ensuite, on enterre l'ensemble, on attend quelques mois, on récupère et le moine administrait cela à Grande Sœur Joyeux et pour ni plus ni moins que des maux de tête et des infections fiévreuses. Donc on est bien loin du paracétamol qu'on ingère 1 gramme avec un verre d'eau. Là, je pense que si on était soigné comme ça, on aurait beaucoup moins mal à la tête et on serait beaucoup plus heureux. À l'écran, vous avez un encensoir. Ça me donne l'opportunité de passer le micro à Lucille et elle va vous présenter les descripteurs olfactifs et un peu son point de vue de parfumeuse. Merci. Merci. Bonsoir toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Non? C'est comme si tu m'entendais. Ok, bon, je vais essayer de parler assez fort. Ce que je vous propose ce soir, c'est de participer à une séance d'olfaction, un peu comme ça se passait pour moi et comme ça se passe toujours en école de parfumerie, quand on apprend nos ingrédients de notre palette olfactive, qu'on appelle nous les matières premières. Est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui ont déjà été là à la dernière conférence Parfum du Japon? Ok, d'accord, super. Bon, je vais quand même rappeler comment ça va se passer. Donc, comme ça a été dit précédemment, nos 3 maîtres touchiers vont vous faire parvenir des touches à sentir que je vais vous inviter à laisser quelques centimètres entre votre nez et la touche pour pas vous saturer tout de suite, sinon ça va être compliqué pour tenir sur les 7 matières premières qu'on va sentir ensemble ce soir. Merci à eux, merci beaucoup. Euh, donc, si jamais il y a une odeur qui est déplaisante, qui vous dérange, etc., bon, n'hésitez pas, ne vous forcez surtout pas, bien évidemment. Si jamais quelqu'un sature un peu trop vite, surtout qu'il ou elle n'hésite pas à sortir, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser le temps, à chaque fois qu'on va sentir une matière première, d'écrire, si vous avez de quoi noter, ou au moins de réfléchir à ce qu'elle vous évoque, parce qu'on va vous le faire sentir, donc en amont, je ne vais pas préciser, mais l'idée, ça ne va pas être forcément d'identifier la matière première sentie, mais de mettre des mots dessus. Donc pour ça, vous allez pouvoir, comme nous on le fait, faire appel à vos autres sens, finalement. Donc c'est pour ça que nous, on peut parler d'odeur en évoquant des couleurs, des formes, des textures. On peut faire appel au sens du goût aussi. Et puis après, finalement, c'est un exercice qui est assez intime, assez personnel. Donc je vais vous le répéter sans cesse, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement. Ça peut aussi vous faire penser à des souvenirs très personnels. Et bien évidemment, après,
reniflage de chaque matière première. Je vous inviterai à partager vos ressentis aux personnes qui le souhaitent. Voilà, et je vous donnerai mes mots-clés quand même. Et Manon vous fera une étude botanique des matières premières. C'était de la cannelle, effectivement. Donc c'est une épice qu'on qualifie de chaude. Euh, Celle-ci, je la trouve particulièrement gourmande, effectivement. Enfin, elle a vraiment un petit côté sucré. Moi, je la relie aussi. Elle a un petit côté clou de girofle et donc vanillé. Elle est un peu piquante. Et ce qui est intéressant, c'est que en parfumerie, en fait, elle va donner son nom à l'adjectif cinnamique qu'on utilise vraiment très très souvent. Cinnamique. Ça vient de là. Ça vient de là. Voilà. Et on va comme ça décrire en fait des parfums, des odeurs, d'autres épices aussi en utilisant cet adjectif-là. Euh, Elle reste, vous allez voir, si vous gardez votre touche, que vous la ressentez plus tard, elle va rester piquante un petit moment. Et en fait, je vous parlais du clou de girofle, elles ont en commun une molécule qui s'appelle l'eugénol. Et c'est pour ça qu'on voit une petite filiation entre ces deux épices-là. Elle a un petit côté boisé aussi, je ne sais pas si vous l'avez perçu. Pareil, son petit côté boisé, il va s'exprimer peut-être un peu plus tard. Je la trouve assez gourmande en fait. Je la trouve assez gourmande et assez sucrée. La famille botanique qui est celle de la cannelle, c'est les lauracées. Donc la famille des lauriers, dans le sens botanique du terme. Son nom botanique, comme Lucille le connaît, comme on le connaît en tant que pharmacien, Cinnamomum cassia, donc le cannelier de Chine, donc le genre botanique Cinnamomum. Mais très récemment, il y a un changement qui est en train de se produire. Le Cinnamomum cassia ne s'identifie plus comme étant un cannelier de Chine, il dit qu'il est Neolithea cassia. Donc il y a une transition de genre botanique cette fois-ci. Euh, c'est des critères non pas botaniques qui permettent de faire ces changements de genre, c'est des études génétiques sur l'ADN des chloroplastes, des individus qui sont testés. Et on se rend compte maintenant que le cannelier de Chine a plus de points communs avec les individus du genre Neolithea qu'avec ceux du genre Cinnamomum. Donc ça paraît anodin comme ça, mais c'est botaniquement parlant, c'est très fort. La partie de plante qui va être utilisée pour l'extraction, ça va être l'écorce que vous connaissez dans l'alimentation, qui va être distillée à la vapeur. Et l'origine fréquente du Cinnamomum cassia, c'est la Chine méridionale. Traditionnellement, c'était une épice déjà utilisée sous les Han, donc toujours cette même dynastie dont je vous parlais, moins 200, plus 200, pour ses vertus médicinales et parfumantes. Elle était présentée dans les temples taoïstes avec son odeur considérée comme chaude et épicée qui évoquait alors la force vitale et la protection. Dans les autres utilisations médicales, elle tonifie le feu, ouvrez les guillemets, réchauffe les méridiens et chasse le froid. En cas de douleur, on peut l'appliquer sur les extrémités froides et elle réduit la fatigue due au manque de yang. Yang, la chaleur, donc ça va permettre de réchauffer. En aromathérapie plus moderne, elle est chauffante, tonique, circulatoire, stimulant du système nerveux. Attention néanmoins, c'est un puissant dermocaustique. Donc si vous êtes attiré par l'odeur de la cannelle, prenez garde, ne l'administrez surtout pas pur, encore moins par voie orale ou buccale, puisque ça peut faire des nécroses de la muqueuse. Il y a déjà des cas qui ont été documentés. De la même façon, comme c'est dermocaustique, si vous aimez l'odeur et que vous voulez faire des bains avec de l'huile essentielle, ne mélangez pas l'huile essentielle de cannelle dans l'eau du bain. Euh, Lucille vous a parlé de la présence de cinnamaldéhyde, c'est 90% de l'huile essentielle. Je le rappelle encore pour les non-pratiquants de l'huile essentielle, l'huile essentielle n'a d'huile que son nom. C'est un mélange de composés chimiques qui sont certes solubles dans l'huile, mais qui ne sont pas gras. Une huile essentielle de qualité mise sur un support en papier ne va pas faire de tâche.
Et petite anecdote, avant de présenter l'autre matière et de récupérer les descripteurs, c'est que sous les Tang, les dignitaires de la cour mâchaient les bâtonnets de cannelle pour rafraîchir leur année. C'était le cèdre, effectivement. Euh, Moi, je trouve qu'il est effectivement un peu médicinal, ce cèdre, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, il y a un petit côté un peu, ouais, un peu médicinal. Il y a un terme qu'on utilise, qu'on utilise aussi en œnologie, c'est le nom, le dénominateur, pardon, l'adjectif phénolique, en fait. Donc, c'est à la fois un petit peu acre et un peu douceâtre en même temps. Et il est assez fumé aussi. Et assez lacté. En fait, moi, il me fait penser, j'ai quelqu'un à 10 Santal, et effectivement, de par son côté lacté, pardon, il me fait penser à un Santal album, très légèrement. Et en même temps, il me fait aussi penser au cèdre Atlas, qui est un cèdre qui, pareil, a un petit côté champignon, que j'aime beaucoup. Voilà. Et ce que je vous ai pas, alors deux choses que je vous ai pas précisées. La première, c'est que vous ne sentez pas les matières premières en pur, mais pour la plupart, elles sont diluées dans un solvant à 10%. Et la seconde, c'est que j'ai un peu pressé les maîtres touchés sur ce coup-là parce que le cèdre, en fait, c'est une note de fond, enfin, qui va mettre un peu du temps à se mettre en place. Donc, si vous le sentez maintenant, il a déjà bien bougé. Et je trouve qu'on le sent mieux. Enfin, je trouve que cette odeur, c'est peut-être la matière première qu'on va avoir le plus de mal à décortiquer parce qu'elle met du temps à se mettre en place par rapport à une cannelle qui tout de suite est assez agressive finalement et assez opulente. Voilà. On est dans une famille différente, botaniquement parlant, puisque là, on est dans la famille des Cupressaceae. En chinois, on dira Bai Mu pour la matière première de bois riche en résine de sel. On va utiliser le bois et les rameaux pour faire une distillation à la vapeur, encore une fois. Et l'origine, ce sera Chine centrale et méridionale, avec les provinces du Sichuan, Hubei et Yunnan. L'usage traditionnel du cèdre de Chine, c'était un arbre considéré comme sacré. On le retrouvait près des temples, on le retrouve près des monastères, on le trouve également près des tombes. Son bois était utilisé pour fabriquer donc les encens, on s'en doute bien, les statues religieuses, mais également des objets funéraires et des autels pour honorer la mémoire des ancêtres. Euh, Justement, il était imaginé que son parfum boisé et résineux symbolisait la longévité, la sérénité et la mémoire. Et donc, que ce faisant, on préservait la mémoire des aïeux en mettant des objets avec du cèdre de Chine. Également, pour son utilisation, Lucille disait qu'il a un côté un peu médicinal. Il était utilisé pour calmer la toux, soulager des douleurs articulaires, stimuler la circulation de l'énergie vitale, le qi. Il apaise l'esprit, il est employé en fumigation purifiante pour assainir l'air et pour accompagner certains rituels. En aromathérapie plus moderne, son huile essentielle est considérée comme relaxante, purifiante et tonique. Les molécules emblématiques sont le cédrol, l'alpha-pinèle, le bêta-élémène et le duoxème. Donc, ils sont tous ces terpènes avec des propriétés médicinales. Et en anecdote, ce qu'on peut dire, c'est que selon la tradition chinoise, un cèdre planté proche de la tombe d'une personne qu'on a perdue protégeait l'âme du défunt. Et donc son bois aussi, dans la même logique, servait à sculpter les autels et les statues. Verveine citronnée, voilà. On peut dire du coup qu'elle est hespéridée, citrus, cette famille olfactive. Euh, et tout simplement, on peut dire aussi, par comparaison avec les deux autres matières d'avant, qu'elle est fraîche. En fait. Voilà. Elle a un petit côté épicé, piquant, je trouve aussi. Et vous allez voir, un peu en évoluant, mais je trouve qu'on commence déjà à le sentir, elle peut évoquer également la rose et le géranium, parce qu'elles ont
une fois de plus des molécules communes, comme le géraniol et le nérol. Le géraniol, ouais. Géraniol, oui. Euh, et, en, et avec les minutes, vous allez voir aussi, elle va devenir de plus en plus verte et même un petit peu terreuse aussi. Voilà. On est passé du bois vraiment à quelque chose de plus herbacé. On est dans la famille des poacées. C'est une famille que vous connaissez bien, c'est la famille des graminées. Et donc, c'est la famille du gazon, du bambou. Hein, donc c'est quelque chose de très, très commun. En chinois, on appellera la citronnelle xiangmao. Et donc, on va utiliser ces feuilles, on va encore une fois distiller à la vapeur. Son origine, elle n'est pas chinoise dans le sens Chine continentale, mais on la retrouve plutôt en Asie du Sud-Est. Il lui faut vraiment beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur pour se charger en composés olfactifs. On la retrouve en Inde, Thaïlande, à la rigueur dans le sud de la Chine et notamment dans la province de Hainan. Ces usages traditionnels, donc ça va être la cuisine. Moi, je m'attendais peut-être qu'à certains d'entre vous disent bah, ça ressemble à un restaurant thaï ou c'est des choses qu'on pourrait retrouver. Parce que c'est quelque chose de très utilisé dans la cuisine chinoise, vietnamienne, particulièrement dans la cuisine du Yunnan. Euh, Elle servait également à parfumer les bains. Et je parle au passé, mais c'est un usage qu'on retrouve encore en Asie. Les vêtements et les habitations. Et on l'utilise depuis de nombreuses années comme répulsif contre les moustiques. Son utilisation médicale, on va l'employer en décoction en Asie, plutôt en infusion dans nos pharmacopées. Elle va être digestive, elle va soigner les douleurs abdominales. Également, en médecine traditionnelle chinoise, on va l'associer à d'autres plantes pour, je cite, drainer l'humidité et activiter le qi digestif. Donc, toujours dans cette notion de digestion. En aromathérapie contemporaine, elle est considérée comme tonifiante, antimicrobienne et insectifuge. Pour les molécules qu'on retrouve dans la citronnelle, on a donc le citral, le myrcène, le limonène, d'où cette odeur proche de celle des agrumes. Et ce que je pourrais te donner peut-être en anecdote, c'est que les femmes en Chine, donc là je ne vais pas parler au passé, même si c'est une tradition qui est ancienne, elles avaient pris l'habitude de presser les parties aériennes de la citronnelle pour mettre ces tresses dans les coffres à vêtements. Donc elles faisaient la tresse à l'automne et ça permettait de protéger les vêtements des parasites. Il y a un petit côté un peu confituré même, un peu confiture d'abricot, je trouve. Mais c'est une matière première qui est extrêmement riche, qui est très très noble en fait en parfumerie et qui s'emploie très peu, parce qu'elle est extrêmement cher. Là, c'est une qualité que je trouve vraiment belle parce que les fleurs ont subi moult et moult traitements avant d'arriver à ce que vous sentez. Et donc, au-delà du côté fruité abricot, on a vraiment un côté animal qui, je trouve, est un peu cuiré. Ça sent un peu la fourrure aussi. Il y a un côté thé aussi. Euh, et je pense que de toutes les matières qu'on a senties pour le moment, c'est peut-être la plus opulente, celle qui prend le plus d'espace. Et pareil, enfin, je la trouve vraiment très complexe et je vous invite vraiment à reprendre votre touche. Botaniquement parlant, on est dans la famille des oléacées, donc un côté huileux, plante qui produit des huiles, donc une plante plutôt riche. En chinois, on appellera yuha. Cette fois-ci, on utilisera la fleur et on n'utilisera pas la distillation, comme on l'a vu pour les précédentes matières. Ici, on va utiliser les fleurs pour les disposer en général sur une matière grasse qui va récupérer l'odeur. On va en faire une concrète ou un absolu. Puis, on va venir mettre de l'alcool pour récupérer les odeurs qu'il y a dans cette concrète. Et ensuite, on va faire une évaporation. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir l'odeur de l'osmanthus frais. Et c'est des techniques d'extraction qui permettent donc la concrète et l'absolu de toucher du doigt l'odeur de la fleur fraîche. Quelqu'un parlait un peu, ça rappelait l'odeur du thé. Et donc justement, dans le thé oolong, il y a une pratique notamment à Taïwan qui consiste à mettre
des fleurs séchées d'osmanthus avec le oolong, tellement les deux se marient bien. C'est en Chine quelque chose qu'on va retrouver dans les provinces de la région du Sud, donc Guangxi, Sichuan et Zhejiang. Et ça fait partie l'une des 10 fleurs traditionnelles reconnues pour leur parfum et leurs propriétés médicinales. Elles sont également associées à des célébrations automnales, puisque l'osmande se retrouve aux alentours du mois de septembre. Et dans l'environnement lettré chinois, elle symbolise l'amour, la fidélité et même la nostalgie. On l'appelle aussi fleur cannelle, olivier odorant et fleur à thé. Dans les utilisations médicinales, la fleur elle peut être utilisée en infusion et non pas en décoction comme ce qu'on a vu auparavant, pour soulager la toux, améliorer la digestion et pour calmer les douleurs abdominales. Elle est également utilisée en cosmétique pour adoucir la peau. Euh, un peu une anecdote de chimie, on retrouve des lactones sesquiterpéniques à l'intérieur de l'osmante, des ionones et des dérivés cinnamiques qui sont responsables de cette odeur caractéristique. Tout à l'heure, on parlait donc d'odeur d'ovule de ginkgo femelle. Il y a des composés en commun, notamment l'acide butyrique. Voilà. Et l'osmante faisait vraiment partie de vous avez une illustration de canon de la littérature et de la peinture chinoise. L'osmante faisait vraiment partie de la matière végétale de qualité et de préciosité à mettre dans son jardin de lettré. Il y a pas mal de choses à dire en fait sur le gingembre. Bon, déjà, de nouveau dire qu'il est frais, qu'il est zesté. Il y a quelque chose d'assez montant. Et c'est une matière en fait qui est constituée de beaucoup de terpènes. Ces molécules qu'on retrouve également dans des agrumes, qui sont dans certains pins, par exemple, certains conifères. Et en fait, ça va une fois de plus donner le nom à un descripteur qu'on utilise beaucoup en parfumerie, terpénique. Donc c'est pour dire que quelque chose est assez montant dans la fraîcheur. Enfin, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans le nez même. Voilà. On a senti la citronnelle tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une filiation en termes du côté herbacé, finalement. Euh, donc effectivement, c'est une épice froide. Contrairement à la cannelle qui est une épice chaude, qui est assez piquante, vous l'avez dit. Il y a un petit côté terreux, un petit côté humide aussi, et un petit côté céleri aussi, moi, je trouve. Donc le gingembre, vraiment le panthéon de la gastronomie chinoise, vous connaissez le gingembre confit, le gingembre mariné. Avant de vous présenter la botanique du gingembre, je voulais vous montrer un objet d'art chinois qui est assez connu et chéri en Europe. C'est le pot à gingembre. C'est vraiment le nom donné à cet objet que vous voyez à l'écran. Et donc, c'est devenu un objet de collection, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc, on est dans la famille des Zingiberaceae, la famille des Zinzibères. Et en chinois, on l'appellera Shengqiang. On utilise cette fois-ci le rhizome et on fait par contre une distillation à la vapeur. C'est vraiment pas une drogue végétale qui va être exigeante à extraire. On la retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est, allant de l'Inde, la Chine du Sud à l'Asie tropicale. Euh, donc, fondamental de la cuisine, ça on l'a vu, mais également la pharmacopée chinoise et pharmacopée japonaise, qui est beaucoup inspirée de cet univers-là. Et on la retrouve cette fois-ci dans des décoctions et même des fois dans les encens médicinaux. Dans son utilisation traditionnelle en Chine, elle était considérée comme réchauffant et tonique. Elle stimule la digestion, soulage les nausées, les douleurs liées au froid. Elle active la circulation, ouvrez les guillemets, elle renforce le yang, l'énergie chaude, et elle traite les troubles respiratoires et articulaires. Là, je vous donne des indications thérapeutiques qui sont anciennes. Elles sont traduites en indications contemporaines, mais c'est déjà des utilisations du gingembre au 5e, au 6e siècle. En aromathérapie, on est proche de cette utilisation-là, puisqu'elle est encore utilisée comme tonique digestif et comme antinauséeux. Et donc ça, c'est un usage qu'on retrouve dans nombreux pays. D'ailleurs, en ethnopharmacologie, on parlera de
de convergence des savoirs, c'est-à-dire qu'une même plante est utilisée pour la même indication dans des ethnies qui n'ont a priori pas communiqué. Considérant les molécules et anecdotes, le gingembre est caractérisé par le gingérol, chogalol, et donc des composés terpéniques qui sont responsables justement de cet effet réchauffant. Et les marins chinois avaient l'habitude de mâcher le gingembre frais ou confit pour prévenir le mal de mer. Et en médecine chinoise, il est important de noter que le gingembre frais et le gingembre sec n'ont pas les mêmes indications. C'est toujours digestif, mais il y a des petites subtilités qui viennent de comment on a préparé le gingembre. Donc, bravo, une fois de plus, c'était bien le patchouli. Moi, ce que je trouve de frappant dès le départ, c'est ce côté poussiéreux. Vraiment, tout de suite. Et ça reste vraiment sur le long terme. Vous avez donné pas mal de descripteurs super chouettes. C'est tout à fait humide, ça sent tout à fait la cave, ça sent le sous-bois, la mousse. Il y a un côté un peu humus, euh, assez terreux aussi. Je crois qu'au premier rang, il y a des spécialistes des champignons, j'ai pu entendre. Et je trouve qu'il y a un petit côté champignon. Ouais. Ouais. Ah, effectivement, c'est la matière des années 70. Euh, et je trouve aussi, peut-être ça, on l'a moins relevé, il y a un petit côté cacao aussi. Je ne sais pas si vous le repérez, un petit peu, qui est très légèrement gourmand, assez amer. On n'est pas dans la gourmandise comme la cannelle, vraiment sucrée, c'est plutôt cacao amer. Voilà. C'est un ingrédient qu'on aime beaucoup en parfum. Et donc le patchouli, on a l'impression peut-être que c'est vraiment quelque chose comme l'encens ou quelque chose de plus boisé que herbacé. C'est une plante de la famille des Lamiacées, donc comme la menthe, le romarin, la lavande. On va la retrouver dans toute l'Asie tropicale, Indonésie, Inde, sud de la Chine. Et là, ce qu'on va récupérer, c'est la feuille qu'on va distiller. Elle était utilisée sous forme de sachet parfumé qu'on appelait xiangnan contre l'humidité et les pathogènes. Et elle était traditionnellement brûlée comme encens et largement utilisée en parfumerie. Ces indications médicales traditionnelles, c'était, je cite, éliminer l'humidité interne, harmoniser la digestion, clarifier l'esprit. Elle était prescrite en cas de nausée, de diarrhée ou d'infection digestive. C'est également un tonique léger du qi et de la rate. En aromathérapie contemporaine, on dit que c'est plutôt une plante utile pour le confort circulatoire et comme purifiant de la peau. On l'utilisera par voie topique, en application directe, à condition de l'avoir mélangé à une base soit huileuse ou crème, en ne dépassant pas 5 à 8%. Les molécules emblématiques sont le patchoulol, le norpatchoulol et l'alpha-bulnézène, qui ont tous des effets antimicrobiens, anti-inflammatoires et relaxants. Le patchouli était utilisé pour parfumer les étoffes précieuses, comme Erika vous le montrait avec la cage à parfum. On mettait le patchouli en dessous, on mettait les vêtements à parfumer par-dessus. Et en Chine comme en Europe, fait de cette pratique de parfum du linge et des vêtements, il servait à authentifier les soirées venant de Chine. C'est une matière, je suis d'accord avec le premier mot, je trouve ça assez joli de l'avoir mentionné. C'est une matière qui est assez enivrante. Enfin, elle est vraiment très très particulière. Et pour moi, c'est vraiment le bois lacté par excellence. Il y a quelque chose de très doux, doucereux. Et en même temps, c'est assez contrasté, comme vous le disiez. Il y a un petit côté frais quand même au départ. Il y a un côté champignon aussi qui est assez surprenant. En fait, il y a quelque chose d'assez doux et en même temps qui, moi, personnellement, me perturbe un petit peu, ce petit côté champignon. Et ça a été aussi très justement mentionné. Elle a un côté, le santal, pardon, a un côté musqué, un peu animal. Ouais, tout à fait. Et qui va prendre de plus en plus de place.
Voilà, c'est à peu près tout. C'est aussi un petit peu très légèrement cuiré. Ça rentre dans cette zone un peu des facettes animales et musclées. Voilà. La matière qu'on va utiliser pour faire l'extraction, ça va être le bois de cœur riche en résine, et on va faire une distillation à la vapeur. L'origine, c'est vraiment Inde. Il a été introduit en Chine par les routes commerciales. Et dans l'usage traditionnel, il fait partie des rituels religieux, bouddhistes, taoïstes et confucéens. Il est brûlé en encens, il accompagne la méditation et les prières, mais il est également utilisé le bois pour faire des statues de divinités et des objets rituels. En médecine, il était employé pour harmoniser le chi, réchauffer le cœur et calmer l'esprit. Il avait des indications de traitement des troubles digestifs, thoraciques et certaines infections. En aromathérapie, et là j'ai quelque chose à vous dire là-dessus, il est considéré comme régénérant et purifiant. Moi, je dis j'ai quelque chose à vous dire dessus. Ce que vous sentez, c'est pas un santal album, c'est pas le santal de référence, puisque c'est vraiment une matière, vous le voyez à l'écran, c'est un bois très précieux. Euh, Comme c'est un bois précieux, il y a eu des tensions économiques dessus, et quand il y a des tensions économiques, on en veut toujours plus pour en vendre plus, pour faire plus d'argent. Il y a un vrai problème d'éco-responsabilité sur l'usage du santal, que ce soit dans la parfumerie ou dans le soin. Donc, le santal que vous avez senti, donc, fait partie du même genre botanique, mais c'est un santal de Nouvelle-Calédonie issu de productions plus raisonnées. Mais il faut vraiment avoir une vigilance maintenant sur le santal blanc. Vous n'avez pas senti de bois d'Aquilaria, donc le bois d'aigle dont je vous parlais au tout début, pour la même raison. Il y a un vrai problème éthique à utiliser dans la parfumerie ou dans des produits cosmétiques ces matières qui sont très chères et donc qui ont entraîné des problèmes donc écologiques, de l'abattage massif d'arbres, des perturbations des environnements socio-économiques. Enfin, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de porter sur soi, je pense. Et donc, ça me permet de vous mettre en vigilance aussi sur l'éco-responsabilité des huiles essentielles. On a tendance à se dire parce que c'est naturel, c'est éco-responsable et on fait du bien à la planète en l'utilisant. Alors, oui, dans une certaine mesure, mais c'est une question de dosage. Il ne faut pas utiliser, il y a pas de mésusage. Par mésusage, j'entends gaspillage en fait de ces matières précieuses dans la lessive, dans le seau à serpillière pour faire le ménage. Ça va repartir dans l'eau courante. Enfin, c'est un problème en plus pour les perturbateurs endocriniens. C'est problématique sur plein de points. Donc, on devrait vraiment, même si l'huile essentielle est de faible coût, l'associer vraiment à un ingrédient de luxe. Ça, je vous invite dans votre pratique de l'aroma moderne à être conscient de cela. Petit exemple que j'aime bien donner, l'huile essentielle de rose, il faut entre 8000 kilos et 10 000 kilos de pétales pour faire un litre d'huile essentielle. Vous laissez imaginer un peu l'huile essentielle de lavande, on parlait hier pour la journée thématique. C'est 100 je l'ai pas vu. 10 hectares pour... Attends, non, 100 hectares pour un 15 kilos. 100 hectares pour 15 kilos. Pour le lavandin, c'est 100 kilos pour 100 hectares. Ça vous donne une idée de la surface à cultiver pour avoir... Donc, même si on arrive à faire baisser les coûts de production, il faut quand même percevoir la préciosité, en fait, de cet ingrédient. Et en fait, pour en revenir au santal, en Chine médiévale, c'était considéré comme tellement précieux, avec une odeur tellement enivrante, que c'était un pont entre le monde terrestre et le monde divin, et que c'était considéré comme capable de guider l'âme vers l'illumination. Voici pour les matières à parfum. Pour conclure, avec Erika et Lucienne, on voulait juste vous présenter un peu la considération de l'olfaction asiatisante et sinisante, avec un parfum des années 1920 qui s'appelait Nuit de Chine et dont donc c'est un parfum qui n'est plus réédité malheureusement, mais que ce soit dans le packaging, dans les objets publicitaires qui étaient associés, ça, c'était vraiment la carte postale de la Chine telle qu'on la pensait dans les années 20, avec les éventails en plumes, vraiment l'exotisme botanique avec des notes boisées, des notes de musc, des notes de pêche. Donc vraiment, ce qui après a donné le nom de parfums orientaux, en fait, vraiment de parfums avec des matières
très chaude. Il y a quelque chose à rajouter sur Parmigiano? On aurait aimé vous le faire sentir, mais c'est compliqué à se procurer, c'est possible, mais compliqué. Et un petit peu de lecture des devoirs, si vous voulez en savoir plus. Vraiment, on vous recommande donc chaleureusement les deux, particulièrement le livre Parfum de Chine, qui reprend beaucoup d'éléments qu'on vous a présentés, notamment des objets d'art, qui avait été avec l'implication donc, de Frédéric Aubringer, que Erika vous présentait, le pharmacien sinologue. Et également Scent of China, donc plutôt, il n'est pas encore traduit, il est sorti l'année passée, mais je pense que dans les années à venir, il sera traduit. J'espère, en tout cas. Ce serait une lecture plus fine, mais pour le public anglophone, c'est un ouvrage qui est intéressant. J'ai mis également au centre une thèse de recherche qui a été faite à l'Université de Californie, qui fait quand même 1000 pages et qui traduit des documents anciens parlant de la parfumerie et des usages religieux. Pour certaines indications traditionnelles, je me suis servi de cet ouvrage, donc cette thèse de recherche. Nous avons terminé. Je voulais vous remercier d'être resté jusqu'au bout pour continuer.